BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. La SEC abandonne ses poursuites sur Ethereum, la deuxième crypto du marché, ne serait donc pas considérée comme un titre financier par le gendarme boursier américain. Mais est-ce une matière première pour autant? Eh bien, on va en parler dans quelques instants avec Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour Amaury. Co-fondateur de The Big Whale. Et puis beaucoup d'émetteurs de stablecoins retiennent leur souffle, car beaucoup expliquent qu'ils ne seront pas prêts pour Mika. Dans 10 jours, le compte à rebours est lancé, tous ne pourront pas continuer à opérer dans l'Union européenne. On en parle aussi dans quelques instants avec William O'Rourke. Bonjour William. Bonjour. Associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Mais d'abord, messieurs, on ne va pas faire d'analyse technique, mais on va prendre un petit peu de recul sur le cours du Bitcoin, comment il se comporte sur les marchés. À l'instant où on se parle, si je ne dis pas de bêtises, il doit être aux alentours des 66 000 $. Ouais. Ça fait, allez, on va dire 3 mois. On a un record historique à 73 000, pardon. Ouais, c'est ça, 73 000 $ à la mi-mars. Depuis, ça latéralise plutôt vers le bas. On est dans un range. On a le halving qui a eu lieu il y a 2 mois, qui était le 19 avril. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Comment on explique que ça latéralise comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était pareil dans les cycles précédents? Ouais, alors effectivement, bon, c'est compliqué, et là-dessus je me lancerai pas dans un exercice, on en parlait juste avant, d'analyse technique, certains qui le feront très bien. Après, je pense qu'on est plus effectivement dans un mouvement où il ne se passe pas grand-chose en réalité, c'est-à-dire qu'on parle souvent, vous savez, d'événements qui sont pricés, on a beaucoup parlé justement des ETF, du halving, donc là-dessus, pas grand-chose de nouveau, et puis ça touche d'ailleurs également ce qu'on appelle les altcoins, il n'y a pas beaucoup de nouvelles narrative, si ce n'est un peu le restaking et de nouvelles choses dans la DeFi. Après, moi, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'effectivement, on est toujours à la recherche de ce qu'on appelle un catalyseur, ce qui permet au marché de rebondir. Il y a des éléments qui sont exogènes, c'est-à-dire extérieurs au secteur. Donc, ça pourrait être une crise financière, une crise géopolitique, donc potentiellement qui pourrait affecter le marché. Ça pourrait être également, si on le suit beaucoup, des éléments liés à la croissance, donc potentiellement les banques centrales qui se disent en cas de contraction, il faudrait qu'on relance finalement la planche à billets, et donc en injectant des liquidités, les marchés pourraient repartir. Un des scénarios, notamment pour la Fed, ce serait potentiellement 1 à 2 baisses de taux, voilà. Une première éventuellement en septembre, avant les élections américaines, et peut-être une autre plus à la fin de l'année. Non, exactement. Donc ça, ce sont des éléments en fait exogènes. Puis après, il y a des choses qui sont un peu plus, j'allais dire, propres. Donc au marché, et là ça concerne, moi je pense plutôt aux ETF Bitcoin. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que ça y est, les ETF Bitcoin Spot sont disponibles. C'est exactement le même cas d'ailleurs pour les ETF Ethereum Spot, alors qu'en réalité, en fait, entre le moment où on liste un actif et le moment où il est vraiment disponible, il se passe du temps. Évidemment qu'aujourd'hui les Américains peuvent investir, on le voit, mais en réalité ça va prendre des mois avant que les intermédiaires, les fameux intermédiaires référencés sur les ETF, distribuent concrètement les produits. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple en France, vous avez des intermédiaires, des brokers, vous prenez le cas des banques, je peux prendre Société Générale, BNP Paribas, il leur faut du temps pour référencer ces produits. Il faut que ça arrive jusqu'à ce qu'on appelle le retail, c'est ça? Exactement, Raphaël? C'est-à-dire qu'on ne branche pas en une journée tout ça, ce sont des canaux, et c'est comme ça en fait qu'on permet aux investisseurs de placer, parce qu'il y a des questions de custody, qui va conserver ses fonds, enfin voilà, tout ça est important. Donc en fait ça va prendre du temps, et je pense qu'en réalité les ETF, ça n'est pas qu'une histoire d'annonce et de listing, c'est plutôt une histoire, enfin une mèche lente et une propagation en fait à l'économie, parce que les gens vont au fur et à mesure pouvoir en fait acheter à mesure que leurs banques et leurs brokers vont lister ces produits. Effectivement, notamment William O'Rourke, c'est vrai que dans les mois qui ont précédé le halving, le marché s'était quand même pas mal réveillé. C'est là que le Bitcoin a battu son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. On a vu qu'il y a certaines narratives dans les altcoins qui se sont développées, notamment les Real World Assets, l'IA et d'autres qui ont bien performé. Et depuis, là, c'est vrai que depuis le halving, tout ça c'est un peu calmé, comme le disait Raphaël. Est-ce que c'est un peu le même constat que vous faites au niveau du marché? Oui, alors je le constate comme vous tous. Très sincèrement, moi j'ai encore moins de connaissances que Raphaël, je pense en matière financière. Je suis vraiment dans un autre monde. Juste un point peut-être sur les real world assets, un élément intéressant, parce que
Raphaël, tu as déjà indiqué le fait qu'évidemment, il fallait du temps quand un produit financier est listé pour qu'il se déploie, en fait. Pour que ça infuse, entre guillemets. Surtout que c'est des poupées russes, c'est-à-dire que la plupart de l'argent, elle n'est pas dans le retail, en fait, elle est dans des professionnels, des intermédiaires, des fonds, des produits d'assurance vie, etc. et tout, qui eux-mêmes mettent beaucoup de temps, en fait, à arriver jusqu'à l'investisseur final. Et sur les real world assets, il y a un point intéressant, c'est qu'avec un regard juridique, c'est un secteur qui certes est passionnant, parce qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, on a le real world et on a les cryptos d'un côté. C'est un secteur qui draine énormément de contraintes juridiques. Quand vous tokenisez un bien immobilier, et l'AMF l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, en fait, vous tokenisez de l'immobilier et vous devez vous soumettre à la réglementation applicable à l'immobilier. Inutile de préciser que cette réglementation, elle n'est pas extrêmement simple à manipuler quand vous injectez de la blockchain ou de la crypto dedans. Qu'est-ce que vous nous dites là, William, que finalement, ça ne va pas être si simple que ce qu'on voudrait bien nous faire croire sur les real world assets, c'est ça ? C'est jamais aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire. Ouais. Ça, c'est la base. Mais oui, je pense que c'est passionnant pour un avocat, c'est passionnant pour les juristes, mais il y a des grosses contraintes qu'il n'y avait pas ou qu'il y avait moins avec le Bitcoin, l'Ether ou les tokens qui étaient dans un environnement vierge. Ouais. Le point positif, c'est que ça va vous donner du travail. Bon, non, mais et nous aussi en tant que journaliste, parce qu'il faut expliquer, s'appuyer sur l'expertise effectivement des avocats, des investisseurs pour comprendre tout cela. Là où William soulève un point qui est très important et que je pense on a vraiment tendance à beaucoup trop occulter, c'est la question de l'intersectionnalité en réalité des droits. C'est-à-dire que si par exemple effectivement on prend le cas de l'immobilier, quand vous avez un bien immobilier, vous avez le droit immobilier qui s'applique. Quand vous avez un titre financier, vous avez tout bêtement le code monétaire et financier ou droit des marchés financiers qui s'applique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à tokeniser des actifs, vous avez un croisement et quelque chose d'hybride qui est très séduisant intellectuellement, technologiquement, mais qui par contre soulève effectivement des questions juridiques. Quel droit on applique finalement ? Quel droit on applique ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on détient précisément ? Comment on le cède ? Et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple sur tout ce qui est tokenisation de biens immobiliers, aujourd'hui on en est encore en France au stade de la tokenisation des revenus issus de l'activité immobilière et qu'en fait ça va prendre encore du temps avant qu'on tokenise réellement ce qui nous entoure, c'est-à-dire les bâtiments, les appartements, des choses comme ça. Il n'y a pas que du côté des real world assets qu'il y a des flous juridiques, il y a aussi du côté d'Ethereum. C'est l'une des grosses informations de la semaine. La SEC a abandonné ses enquêtes, c'est ça qu'on peut dire, Raphaël, sur Ethereum et Consensus en expliquant que finalement, l'Ethereum ne serait donc pas un titre financier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire, si ce n'est pas un titre financier, est-ce que c'est automatiquement une matière première ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Voilà, est-ce qu'on... Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que c'est l'une des grosses infos. On va pas refaire toute l'histoire autour effectivement du statut d'Ethereum et donc de l'Ether, sa crypto-monnaie. Ce qui est sûr, c'est que assez rapidement, on a compris que Bitcoin était une matière première. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'entreprise derrière, c'est décentralisé. Et même si certains politiques cherchent encore Satoshi Nakamoto, tout le monde a compris que c'est effectivement quelque chose de bien décentralisé. Là où effectivement il y a un débat, c'est sur les autres crypto-monnaies et en l'occurrence sur la deuxième plus importante derrière Bitcoin, à savoir l'Ether. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que depuis des années, et ça s'est accéléré ces derniers mois, effectivement la SEC considère que l'Ether est un titre financier de l'entreprise Ethereum, alors développé par les sociétés comme Consensus. Donc ils ont ouvert une enquête pour essayer de déterminer si effectivement c'est un titre financier, et donc il fallut appliquer le droit des titres financiers, ce qui aurait eu évidemment un impact sur les sociétés qui l'ont développé, parce que ça veut dire que quand vous les avez émis, les jetons, il fallait respecter la loi sur les titres financiers, que tous ceux qui ont le logiciel Ethereum, pareil, sont potentiellement des revendeurs ou entretiennent le réseau. Donc en gros, tout le monde a violé la loi. Donc avec cette décision, j'allais dire, c'est un grand ouf de soulagement pour l'industrie, parce qu'ils ne sont pas soumis à cette réglementation. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est une matière première ? Est-ce que c'est une matière première ? En fait, en réalité, on va avoir un débat, et nous, on l'a souvent entre nous, sur, pas tous les jours, mais ça nous arrive d'en parler, sur le niveau de décentralisation en fait, des crypto-monnaies. Et c'est vrai que plus elles seront décentralisées, et plus elles pourront prétendre au statut de matière première, et moins elles le seront. C'est ça le sujet, c'est vraiment la décentralisation. C'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est là que ça va se décider. C'est à ce niveau-là que ça se joue, et c'est d'ailleurs pour ça que du côté de Consensus, on a insisté sur le fait que le réseau était distribué, qu'on avait de plus en plus de nœuds, des validateurs. Enfin, je veux dire que tout ça permettait effectivement de ne pas qualifier Ethereum d'entreprise centralisée avec des gens qui détiennent la gouvernance. Donc on verra. Moi, ma conviction, c'est qu'on va aller davantage
vers un modèle effectivement à la Bitcoin, donc sur les matières premières. Là où ça va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe pour des Ripple et d'autres entreprises qui, elles, effectivement, continuent de dire qu'elles sont décentralisées, alors que force est de constater, c'est quand même très centralisé. Ça va changer quelque chose chez nous, en Europe ? C'est une très bonne question. Est-ce que ça a changé Non. À première vue, les États-Unis, c'est le premier marché mondial. Donc forcément, ce qui se passe aux États-Unis a un impact en Europe. Mais comme vous le savez très bien, en Europe, on a depuis des années un cadre réglementaire. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera après, qui est plus ou moins contraignant. Et effectivement, on a assez vite donné un statut. On a qualifié ce qui était une crypto-monnaie. Donc c'est un actif numérique. Donc les Européens ne se demandent pas si c'est un titre financier ou une matière première. Nous, on a effectivement une qualification juridique. Maintenant, ça, on a la qualification juridique au niveau national, au niveau européen, et ça, William connaît le sujet mieux que moi. Il y a des interprétations, des questions, et effectivement, tout n'est pas un actif numérique. Donc je pense qu'on va avoir des débats assez houleux dans les années qui viennent à ce niveau-là. On va parler de MiCA dans quelques instants, évidemment, parce qu'on est à 10 jours de l'entrée en vigueur de MiCA, en tout cas pour la partie stablecoin, et il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans les jours qui viennent, et des décisions ou pas, enfin des stablecoins qui pourraient ne pas survivre, entre guillemets, sur le sol de l'Union européenne. En attendant, ok, l'Ethereum n'est pas considéré comme un titre financier, William, mais la situation reste incertaine sur les prestataires de stacking as a service. En fonction des caractéristiques du service, ils peuvent quand même, pour certains, être requalifiés comme étant un titre financier. Déjà, peut-être nous rappeler ce qu'est un stacking as a service. Ouais, et peut-être avant même, pourquoi on parle de staking, c'est parce qu'en fait, un des raisonnements du régulateur qui, en fait, n'avait jamais considéré l'Ether comme un security en tant que tel. Les actions contre Coinbase et Binance ne mentionnaient pas l'Ether comme un security qui aurait été listé, contrairement à beaucoup d'autres tokens. Et le débat, en réalité, avait été tranché avec les ETF Ether. Donc en fait, c'est une décision logique. Et on en avait parlé à Maurice sur ce plateau. D'ailleurs, je me souviens avoir dit que un des enjeux de l'acceptation de l'ETF Ether, c'était la qualification de l'Ether comme une security ou non. Réponse donnée il y a quelques mois maintenant. Donc du coup, c'est plus vraiment une nouvelle. Enfin, ça reste une bonne nouvelle si on prend un peu de recul, mais c'est logique que la SEC ait abandonné ses poursuites. Une des raisons pour lesquelles il y avait ce doute quand même très fort sur la qualification de l'Ether, c'était le fait qu'il y ait du staking, donc le fait que en fait, la participation à la validation des transactions puisse apporter un rendement. Et c'était une des raisons on va dire des doutes de la SEC. Donc le débat est tranché au niveau protocolaire. Mais il y a toujours un débat c'est pas un débat, mais il y a toujours un risque réglementaire qui pèse sur les prestataires qui vont permettre à leurs utilisateurs de faire du staking. Pourquoi ? Parce que ces prestataires-là, il y a différents modèles qui existent. Je rentre pas dans le détail. Il y a certains modèles qui sont non régulés. Je pense à des boîtes, notamment une boîte française comme Kiln, qui offre vraiment de la prestation technique. Mais il y a d'autres prestataires. En fait, quand vous dites à un client, en fait, faites-moi un virement en euros de 10 000 euros et je vais le placer pour votre compte sur Ethereum et vous rapporter du 3 ou du 4%, du 3 ou du 4% annualisé, on voit bien qu'on est beaucoup plus proche d'un produit financier que d'une prestation. C'est ça le stacking as a service ? C'est ça, le staking as a service, c'est vous offrez en fait la possibilité à quelqu'un de faire du staking sans qu'elle ait aucune démarche technique à faire et il y a plein de risques qui se posent. On ajoute un intermédiaire. Il récupère le rendement. Voilà, on ajoute un intermédiaire entre on fait pas du stacking on-chain entre guillemets, c'est-à-dire qu'on délègue nos tokens à une plateforme, en tout cas une société qui fait le stacking pour nous. Ouais, on va déposer ses Ethers, on dépose ses Ethers et effectivement ils le font beau. Et là où William a raison, c'est qu'à partir du moment où on s'inscrit dans cette démarche, c'est vrai que si la seule chose qu'on a à faire c'est de déposer à la fin de récupérer en fait un rendement, quelle différence faire avec des acteurs financiers auprès desquels vous déposez de l'argent et qui vous reversent un rendement. Et d'ailleurs, on a des ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés mais qui ne sont pas encore listés. Ils devraient être listés peut-être début du mois de juillet, c'est ça. Est-ce qu'on sait s'il y aura justement les rewards du stacking qui seraient inclus dans ces ETF-là? Je crois pas, si. Non, alors effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à date, et nous, on passe pas mal de temps à discuter avec des acteurs européens ou américains sur ces questions. Et en réalité, aujourd'hui, en fait, il y a deux sons de cloche. Le premier, c'est on a des réponses contradictoires. Enfin, quand on interroge le régulateur, globalement, et d'ailleurs en Europe, sur d'autres questions, c'est pareil, ça arrive régulièrement qu'en interrogeant même régulateur, on ait des réponses différentes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième son de cloche, c'est davantage,
une approche politique en se disant on est à 3-4 mois des élections présidentielles et en réalité là l'administration ne bouge pas trop et en fait ce serait simplement avec l'arrivée d'un nouveau président avec une ligne un peu plus claire, peut-être une nouvelle administration et justement c'est là où on bouge un petit peu potentiellement le patron de la SEC ou d'autres acteurs, où là effectivement eh bien, les choses peuvent bouger, on a des guidelines assez précises. Mais là on sent bien qu'on est dans quelque chose de plutôt flou. Et puis il ne faut quand même pas perdre de vue qu'en l'espace de 6 mois on a eu les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum. Enfin, si on avait eu cette discussion il y a 1 an, je pense qu'on aurait bien rigolé. Ouais, non, c'est clair, William. Non, peu de choses à ajouter, hein. Raphaël est toujours très clair. Juste pour terminer, peut-être rappeler que pas d'ETF en Europe. Pour des raisons réglementaires. Alors on a une réglementation très claire à la fois sur la réglementation applicable aux ETF et sur la réglementation applicable aux actifs numériques. Mais les ETF en Europe, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, les ETF listés en Europe, il y aura toujours la possibilité pour certains investisseurs européens d'accéder au marché américain, évidemment. Mais pour des raisons liées au fait que les actifs numériques ne sont pas des actifs éligibles et que les ETF monoactifs en fait c'est qu'en Europe, on ne peut pas faire un ETF sur un seul actif, c'est exactement. ça ? Ce qui est possible aux États-Unis. Exactement, parce qu'ils ont des règles globalement, je pense, un peu plus souples sur ces questions. Ouais, exactement. En fait, en Europe, on a des ETP. Enfin, tout le paradoxe, c'est qu'on a eu un équivalent d'ETF très tôt. Il y a des acteurs comme CoinShares, 21 Shares, enfin, je veux dire, qui sont arrivés bien avant sur le marché. Mais comme l'a très bien dit William, en fait, on a moins cette culture financière en Europe. Et donc l'ingénierie et la complexité financière, on a un peu du mal à la gérer. Et donc on fait des produits assez simples parce qu'on a davantage en tête la protection du consommateur. Alors que les États-Unis, ils ont, et on le sait, hein, quand ils tapent sur des projets, ils le font très lourdement pour protéger le consommateur. Mais en même temps, ils sont capables d'inventer des produits totalement délirants et de les sortir très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réagissent assez vite. Et est-ce que vous pensez, encore une fois, c'est pas... Personne ne peut savoir, mais j'aimerais avoir votre avis sur le fait que certains disent bon, on a eu les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, mais finalement, ok, on a des ETF Ethereum Spot qui arrivent, mais le succès devrait être moindre parce que expliquer ce qu'est Ethereum, c'est plus compliqué qu'expliquer ce qu'est Bitcoin. Les gens sont déjà sur le Bitcoin. Est-ce que finalement, ce qui pourrait être en faveur de la bonne marche, du succès d'un ETF Ethereum Spot, est-ce que c'est pas finalement s'il y a cette histoire de rendement passif avec le staking qui serait inclus, où là, il y aura une compétitivité réelle avec celui des ETF Bitcoin Spot, où là, finalement, il n'y a pas de rendement passif. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus. Je vais apporter deux évidences. La première, c'est que nous, là, on est sur un plateau de gens qui s'y connaissent un peu en crypto et on s'adresse à des gens qui sont déjà peut-être un petit peu curieux, à minima. Mais Ethereum, faut bien comprendre que c'est beaucoup moins connu que Bitcoin. Pour la plupart des investisseurs, et j'ose pas dire les êtres humains, mais au moins si on regarde vraiment les investisseurs, déjà arriver à Bitcoin, c'est déjà vous êtes déjà franchi quelques étapes. Voilà, vous êtes déjà dans votre parcours d'investisseur, vous êtes déjà assez loin. Et après aller sur Ethereum, et je parle même pas des autres coins dont on a parlé, c'est vraiment quelque chose qui est quand même, enfin c'est quand même très pointu quoi, et très niche. Et l'autre aspect, c'est que ça me semble évident que si vous offrez un rendement lié à la détention d'un actif, ce serait le cas avec du staking Ethereum, ça me semble évident que ce sera quelque chose qui sera extrêmement attractif. Donc c'est ça qui pourrait éventuellement faire la différence pour vous, voilà. Oui, après modulo tout ce qu'on a dit sur les risques, la possibilité, etc. et la manière dont c'est fait. Ouais, non, effectivement, je suis d'accord avec William. Moi, je pense, et je pense à contrario de beaucoup de gens, qu'en réalité, l'ETF Bitcoin, on le comprend assez facilement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et moi je le vois autour de moi en discutant un peu avec les gens, bon, je parle pas de ceux qui au quotidien suivent ces sujets, mais... C'est plus facile à vendre pour le grand public. Non, mais c'est plus simple, c'est-à-dire que les gens à un moment donné ont un peu compris. Bitcoin, il y en a 21 millions, c'est un équivalent d'or numérique, ça passe encore. Quand vous commencez à parler d'ordinateur universel, dans un ETF avec du rendement, je peux vous assurer que si la personne en face de vous est encore en mesure de vous répondre, c'est un exploit. Donc c'est pour ça que je pense que toutes les questions sur comprendre Ethereum, mettre du rendement sur un ETF, en réalité, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les gens qui s'intéressent aux fondamentaux derrière les cryptos, en réalité, ne passeront pas par les ETF, en tout cas très peu. Donc ça, c'est moins un sujet pour eux. Et ceux qui passeront par les ETF, en fait, je pense que ce sera davantage leur broker ou banque
qui, avec une stratégie plus ou moins appuyée, dans le cadre d'un portefeuille, leur diront ok, ça c'est un bon produit. Mais je pense pas que les gens vont commencer à benchmarker un ETF Solana ou Ethereum. C'est le rendement qui pourrait faire la différence. Non, mais William, après on parle de Mika. Ce sera, voilà, c'est exactement ça. Je pense que la clé, et c'est une clé qui va mettre du temps à arriver, parce qu'encore une fois, il y a un enjeu culturel, comme d'habitude avec les cryptos, qui est très fort. C'est qu'il y ait des ETF listés, c'est bien. Qu'ils soient techniquement distribuables en bout de chaîne, c'est bien. Et on sait que le dernier kilomètre est le plus compliqué. Mais après que on va dire la communauté financière et des asset managers disent à leurs clients, ok, je vous mets 3% de crypto et dans ces 3%, je vous mets 20% d'ETF Ethereum avec rendement. C'est là où il y aura vraiment un flux d'argent qui va arriver dans les ETF crypto. Et clairement, on n'y est évidemment pas aujourd'hui. Et ça va prendre, je pense, plusieurs années. William, on a Mika pour les stablecoins qui arrive dans 10 jours. Voilà, ça rentre en vigueur après le 30 juin. Sauf qu'il y a tout un flou, toute une inquiétude par beaucoup d'émetteurs de stablecoins qui pensent, pour certains en tout cas, qui à l'instant T où on se parle, pourraient éventuellement ne plus continuer à émettre ou en tout cas travailler entre guillemets avec leur stablecoin comme ils le font aujourd'hui dans 10 jours. Est-ce que finalement, Mika pour les stablecoins, est-ce que cette réglementation est inadaptée ? En tout cas, c'est un accouchement dans la douleur, clairement, parce que mais on le savait. Enfin, on le savait quand on a vu Mika pour la première fois en 2019. On le savait quand Mika a été voté il y a 1 an. On savait que le délai de 12 mois pour les stablecoins, il était très très court. Et donc du coup, ça se passe exactement comme prévu quelque part. C'est-à-dire que peu de choses sont prêtes. Pourquoi ? Parce qu'un émetteur de stablecoin qui voudrait distribuer ses stablecoins au sein de l'Union européenne doit obtenir un agrément de monnaie électronique. Je passe, mais c'est un agrément, on va dire, de banque en ligne, quoi. Enfin, c'est très contraignant. C'est pas très contraignant si vous voulez faire de la monnaie électronique classique, mais quand vous arrivez devant un régulateur et que vous voulez faire de la monnaie électronique avec de la crypto, ça prend 1 an et demi, quoi. Aujourd'hui, les premiers dossiers sont compliqués. Et les premiers dossiers, de toute façon, sont plus longs que le délai qui avait été laissé au marché. Résultat, personne n'est prêt. Et en plus de ça, vous avez 2 types d'acteurs. Certains acteurs font la démarche de rentrer dans les clous de Mika, et d'autres acteurs ont refusé. Notamment, je crois que vous avez interviewé le patron de Tether, qui a dit que lui, il allait refuser de se soumettre à Mika, donc il allait refuser de servir le marché européen. Je pense qu'il y a des raisons qu'il nous dit pas, qui sont peut-être des raisons de contrainte et tout. Je te laisse peut-être poursuivre. Non, mais c'est, en 2 mots, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on a eu Paolo Arduano en interview, c'était il y a 2 mois. En fait, là où il marche un peu sur des œufs, c'est que le sous-texte, c'est oui, on ne sera pas donc régulé en Europe et donc pas distribué directement, ce qui n'empêche pas d'être utilisé. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils pourront quand même être disponibles en Europe. Par contre, on ne pourra pas les distribuer officiellement. Et en fait, derrière, ce qu'il a dit officiellement, c'est trop compliqué. Et notamment, lui, ce qu'il soulève, et ce sont quand même des points importants, c'est les contraintes en termes de réserve. Donc, ce qu'il faut mettre en cash, et surtout un point qu'on oublie, et ça pour le coup qui est censé protéger les Européens, mais en fait qui embête les Européens et embête les extra-européens, c'est que si par exemple vous êtes basé aux États-Unis, il faut créer une autre société en Europe qui va en fait avoir une réserve qui est indépendante de celle qui est aux États-Unis. Enfin, il faut juste imaginer un peu le bazar. Et juste avant de redonner la parole à William, nous, et c'est Louis qui a fait un excellent article pour effectivement résumer tous les points d'inquiétude pour les acteurs. Et moi-même, j'étais lundi à un petit déjeuner organisé par la DAN. Et je vous avoue, et là pour le coup, c'est vrai que j'ai pas eu toujours la même position que William là-dessus. Moi, par principe, je pense que la régulation peut apporter quelque chose. Mais là, je reconnais m'être trompé dans le sens où quand je vois aujourd'hui tout ce qui a été rajouté au fur et à mesure, en fait on est littéralement en train de se tirer une balle dans le pied. Là vous êtes inquiet, Raphaël. William, il ne reste pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça, en tout cas pour les utilisateurs tout simplement européens? Est-ce qu'il y a des stablecoins qu'ils doivent éviter maintenant, à l'instant où on se parle? Oui, il y a déjà un filtre qui a lieu, c'est-à-dire que par exemple Tether, qui est le leader mondial, suite à ces annonces, et en fait ce qui se passe aujourd'hui en coulisses, c'est que tous les acteurs qui distribuent des stablecoins demandent aux émetteurs où est-ce que vous en êtes dans la préparation de Mika, depuis 6 mois en réalité. Quand la réponse c'est non, on ne va pas venir dans Mika, du coup réaction des distributeurs, donc les distributeurs c'est tous les PSAN, tous les acteurs du marché crypto européen, ils changent d'émetteurs de stablecoins. Donc c'est-à-dire que très concrètement pour les utilisateurs finaux, vous allez avoir moins de stablecoins disponibles
Ça va être une. Alors, en soi, on pourrait se dire que c'est pas tellement le problème, mais je pense que ça aura quand même un effet assez fort parce que ça va créer des grosses turbulences sur le marché. Le fait que le leader mondial des stablecoins ait dit explicitement qu'il allait pas se soumettre à la réglementation, c'est quand même un signal assez fort qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. Il nous reste 30 secondes. Il peut se passer quelque chose là dans les 10 jours qui viennent avant. Alors, je voudrais rassurer parce qu'il y a beaucoup d'alertes et parfois même un peu d'une forme d'angoisse sur ce sujet. Moi, je pense pas du tout que les régulateurs, à la fois français et européens, vont tirer à balles réelles au 31 juin à minuit. Et on a déjà eu des cas de figure comme ça dans la finance depuis très longtemps. Il y aura des prolongations, quoi, ce que vous dites. Il y aura, on va dire, on ferme les yeux tant que le marché ne sait pas, tant qu'il n'y a pas des solutions légales qui sont arrivées, évidemment. Enfin, c'est mon pari en tout cas. Totalement d'accord. À ceci près que c'est pas le 31 juin, mais le 30 juin. 30 juin, pardon. 30 juin, voilà. 30 juin, voilà. Mais totalement d'accord. Bon, merci messieurs d'avoir été avec nous. Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, William O'Rourke, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h pour les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, le club.